Voilà, dépêchez-vous. Oui, oui. On passe rapidement au troisième thème, si vous voulez bien. Et voilà. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue Jacques Dordet, qui va introduire ce troisième thème et qui va l'animer. Merci. D'accord. Vous avez des papiers pour écrire vos questions, et si vous pouvez les collecter avant la fin de ce troisième thème, pour qu'on puisse les étudier. Donc, moi j'en viens aux menaces actuelles, parce qu'effectivement c'est la partie la plus intéressante. Tout ce qu'on a dit, beaucoup de choses sur le passé, mais vous avez quand même mentionné le fait de faire de la prévention si on y arrive. La prévention, ça peut permettre effectivement d'éviter de faire des guerres, de diminuer les tensions. Et il y a dans le monde de plus en plus dangereux dans lequel on vit, on sait que les menaces de guerre, les menaces de tension sont de plus en plus fortes, et elles proviennent de plusieurs sources. Des sources d'abord humaines, comme on l'a dit, de surarmement, des armes de plus en plus sophistiquées, hein, et dans le droit humanitaire, il y a effectivement la limitation des armes lors des conflits, et évidemment des armes nucléaires. D'ailleurs, les armes nucléaires ont été. Le traité d'interdiction qui a été voté il y a 2 ans aux Nations Unies est la conséquence de 3 conférences humanitaires, des conférences sur les conséquences d'explosions nucléaires du point de vue humanitaire, qui ont conduit à vouloir les interdire. Et ça marchera ou pas, mais on verra. En tout cas, c'est important dans ce sens-là. Mais il y a un tas de nouvelles armes qui, effectivement, rebattent la donne un petit peu avec les nouvelles technologies, que ce soit le côté cyber, le côté drone. Je crois que Romain est sensible aussi à ça, à ce qu'on appelle les armes autonomes, les SALA. Il y a des nouvelles armes chimiques, technologiques, de nouvelles armes évidemment nucléaires perfectionnées, des missiles, et puis en plus il y a des conflits qui sont avec des acteurs non étatiques, comme vous avez dit, le terrorisme, et là effectivement le droit humanitaire est un petit peu démuni quand il s'agit de terrorisme. Oui. Donc il y a ces menaces de guerre, puis il y a des menaces hors guerre qui créent des tensions. On sait bien que les menaces de changement climatique vont créer des migrations, vont créer des tensions. Dans le passé, on sait que le changement climatique a créé des guerres dans les siècles passés parce que ça a causé des famines et des tensions et des migrations. Donc il y a un certain nombre de menaces naturelles aussi où l'action humanitaire peut intervenir pour diminuer les tensions alors que les pays, disons, nantis se moquent un petit peu des conséquences sur certaines populations de changement climatique ou autres. Eh bien, on a peut-être besoin d'avoir recours aux actions humanitaires pour aussi attirer l'attention sur ces tensions dues à des menaces naturelles. On voit bien les problèmes de migration qui seront dus à ces menaces naturelles. Voilà. Donc j'aimerais bien, vous avez mentionné l'Irlande du Nord, par exemple, aussi comme étant une menace pour l'explosion de l'Union européenne qui est notre garant, qui était notre garant pour la paix dans les 70 dernières années, en grande partie. Donc est-ce qu'on peut se tourner un petit peu vers l'avenir et voir dans quelle mesure les menaces actuelles, qui sont globalisées avec beaucoup plus d'acteurs que les États, et avec des nouvelles technologies qui pointent leur nez, et puis des conséquences de l'action humaine, est-ce qu'on peut essayer de vous pouvez nous dire quelles sont, à votre avis, celles qui sont les plus prégnantes et les plus pressantes? Écoutez, c'est mieux d'être pacifiste. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Bien sûr qu'il y a des menaces de guerre. Et vous avez cité l'origine, le fondement de certaines d'entre elles. Le climat, bien entendu. La vente des armes, encore plus. Mais, encore une fois, les experts jugent. Seulement, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu ou d'ailleurs, on a toujours vendu des armes et on va continuer de le faire parce que, malgré mon opposition absolue pour l'équilibre commercial, c'est quand même très important. Très important si vous pensez que l'équilibre commercial soit important. Si vous pensez que, après tout, le budget de la France, il s'y retrouve, doit être respecté. Tout ça est très discutable.
Mais la tradition pour la France, pour les pays européens en général d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas un qui ne tente pas de nous donner le pion, pour l'Angleterre en particulier, mais aussi pour l'Allemagne qui va s'y remettre, il se trouve qu'ils se sont aperçus d'ailleurs que les chars qu'utilisaient, c'était la Syrie ou c'était l'Iran, ça n'a pas d'importance, ils sont pas beaucoup de chars, mais ils ont été utilisés pour des motifs de guerre. En général, il serait naïf de dire qu'on vend des guerres pour des raisons défensives. Ça, il ne faut pas l'accepter, c'est pas du tout vrai, absolument pas. On vend des armes, on s'en sert, voyons. Mais c'est pas, on s'en sert pas de façon défensive. On s'en sert si on veut attaquer aussi. Alors, quels sont les dangers déjà, il y a un danger qui est manifeste parce qu'il se déroule tous les jours, c'est le Moyen-Orient. On n'a pas besoin de dire que c'est un danger, nous y sommes absolument tous emmêlés. Nous avons bombardé, nous avons été, depuis que l'État islamique s'est mêlé de la guerre, nous avons été nous-mêmes mêlés au bombardement. Avant, on ne l'était pas. En tout cas, beaucoup moins que les Américains et l'alliance qui s'est nouée avec eux. Mais enfin, en gros, quand même, nous sommes tous concernés par ce qui se passe là et nous intervenons de façon uniquement défensive, uniquement offensive, les deux. Quand il y a 10 avions américains qui bombardent, il y en a un demi français qui le fait. Donc nous sommes là. Est-ce qu'il y a une tentative de paix? Il y en a eu plein, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas avancé beaucoup, et maintenant tout dépend, en réalité, de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il sera, c'est pas impossible, hein, capable de relancer, parce que tout le monde y est prêt, mais il y a un gros obstacle, c'est l'Iran et la Turquie. L'Iran et la Turquie menacent cette paix de façon précise. La Turquie, en voulant reprendre tout ce qui est au bord de la frontière et qu'on appelle le Rojava, puisqu'il y a des Kurdes syriens qui ont mené l'offensive pour avoir une autonomie, une indépendance, en tout cas tout le long de la frontière turque avec la Syrie, en allant vers la Méditerranée, il y a des menaces et il y a eu la réalité d'une guerre offensive de la Turquie. Est-ce que M. Poutine peut convaincre la Turquie de ne pas intervenir maintenant? Je pense que tant que les Américains et les Français d'ailleurs sont là, et c'est un miracle d'ailleurs que dans le ciel de la Syrie, tous ces avions n'aient pas provoqué encore un incident, les avions américains, les avions français, les avions russes, les avions turcs, tout ça. En fait, il n'y a pas une attaque qui se fasse sans que les autres soient prévenus, heureusement d'ailleurs. Enfin, il y a cette méli-mélo terrible. Est-ce que la Turquie... M. Trump a dit plusieurs fois qu'il retirait ses soldats. Il les a maintenus. Est-ce qu'il les maintiendra éternellement? Je ne pense pas. Si les soldats américains, qui sont environ 2000 plus la tendance, se retirent du sol syrien et les moyens de transport qu'ils ont, etc., je pense que les Français seront obligés de le faire, les Français, les Anglais et quelques autres. Là, c'est un foyer tout à fait clair. Mais si une négociation se fait qui comprendrait avec M. Poutine des contreparties qui ne pourraient être que, à mon avis, il y en a d'autres, mais celle-là est majeure, l'occupation de la Géorgie et de l'Ukraine. Si quelqu'un était assez habité à négocier de cette façon, peut-être y aurait-il une volonté de la part des Russes, moi je crois comme il, d'apaiser cet endroit incendiaire. Et l'Iran, qui est peu soutenu, se voit bombardé, en tout cas pour ceux qui sont, pour les bases iraniennes ou les bases, enfin l'influence iranienne très précise et militaire en Syrie, bombardé par les Israéliens, sans que Poutine proteste, et finalement sans que l'Iran proteste pas. Est-ce que ça va durer? C'est pas possible. Là, ces deux foyers sont majeurs. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure, je vous dis juste pour rappeler que le foyer... Bon, j'ai parlé de l'Ukraine à propos de Poutine, c'est quand même
tous les jours, en Ukraine, il y a des morts à la frontière, entre les pro-russes et les pro-ukrainiens. Toutes les semaines, il y a des enterrements. C'est une guerre chaude, c'est pas du tout une guerre de position. Et vous allez à Kiev ou ailleurs, ça se voit à peine. C'est pas le premier titre des journaux, etc. Bon, il y a encore beaucoup de foyers de ce genre. Le foyer majeur, c'est évidemment ce qui se passe en Chine et les routes de la soie. Les routes de la soie ont des conséquences secondaires, si on veut, mais enfin c'est très clair. Ils avancent. Ils peuvent avancer pacifiquement, mais ils peuvent aussi avancer avec la nécessité de vaincre quelques résistances, et en tout cas, ils ont au bout de ces routes, et pourtant c'est loin, et pourtant il y a les mers, dans les États-Unis. C'est à mon avis le foyer le plus dangereux, pas à terme, pas demain, mais en gros, je pense qu'avec Trump qui va se représenter, ce qu'il a dit hier, il y a là une grande menace. Pour le reste, je les toutes. L'Afrique s'installe dans bien des pays. Est-ce que ça peut dégénérer? Ça a déjà dégénéré. Mais là, c'est la misère. Là, c'est le fait que, j'en reviens, j'en termine avec ce que Ronnie Broman a dit sur l'immigration. Je pense que nous avons laissé passer, et c'était une belle erreur, une très grande faute, nous avons laissé se noyer dans la mer qui nous regarde, qui nous borde, là où les petits-enfants français font des pâtés de sable, nous avons laissé mourir les migrants en Méditerranée. Et ça, enfin moi, j'avais quelques notions de l'effritement de l'Europe, et ça, j'ai considéré que c'était la fin de l'Europe. Parce qu'il n'y a pas cette fraternité élémentaire qui consiste ensemble à aller sauver des vies, des gens qui ne nous attaquent pas, et à considérer que c'est une invasion qui a été extraordinairement dommageable et qui l'est encore. Alors il y en a moins maintenant, heureusement pour eux, mais cette misère demeurera. Et cette volonté d'aller là où on peut trouver du travail pour sa famille, pour nourrir, à tort ou à raison, parce qu'ils n'en trouvent pas tellement, mais ils en trouvent quand même, il y a un danger permanent qui est un danger qui vient du populisme, du nationalisme, évidemment de l'extrême droite. Parce que pour eux, c'est vraiment l'étalon de notre volonté d'être, sinon européen, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, au moins d'avoir un sursaut national qui pourrait nous faire accepter de négocier. On parle de quotas, j'ai jamais compris pourquoi les quotas, c'était pas un mot de gauche, ça me fout, c'est beaucoup mieux si on le sait, et si on le propose, et s'il y en a qui viennent avec la certitude d'être dans un certain emploi pris en compte. Enfin, peut-être que vous avez à Ronnie aussi mais d'intervenir sur cette vision des menaces à venir, et même des menaces en tant que telles, justement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des foyers qui sont pas forcément en conflit, mais qui risquent de créer effectivement des guerres qu'on peut éviter par la prévention? Bernard Kouchner nous a fait un tableau assez général en tant qu'ancien chef de la diplomatie française. Également, je suppose. Non. T'es ministre des Affaires étrangères. Non, bah alors. Non, mais je ne vois pas de mal. Non, oui, tu dis les choses justes. Et donc, moi, je vais rien rajouter à ça parce que ce sont effectivement des foyers de tension, des nœuds extrêmement préoccupants. Et je ne vais pas en rajouter, je crois que le tableau est sans doute malheureusement pas tout à fait complet, mais enfin il y en a déjà suffisamment. Et puis par ailleurs, moi je ne mets pas dans les habits d'un géopolitologue ou d'un spécialiste de stratégie. J'ai une place d'observation qui est assez privilégiée, mais qui est évidemment limitée. J'ai accès à des informations exclusivement publiques, etc. Donc, je ne sais pas, je voudrais juste peut-être, mais très rapidement, parce qu'il me semble tout de même qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions et d'engager la discussion. Très rapidement, je dirais que tresser un trait presque d'équivalence entre changement climatique, guerre et migration, ou changement climatique, migration et guerre, plutôt dans une sorte de séquence déductive comme celle-ci, ça me semble un peu court.
D'une part parce que qui dit migration ne dit pas guerre, d'autre part qui dit migration ne dit pas migration internationale, mais bien souvent, et dans l'immense majorité des cas, migration locale et régionale, et que heureusement la plupart des mouvements migratoires en histoire et aujourd'hui ne débouchent pas sur des guerres. Il me semble qu'il est important de dissocier cela sous peine d'entretenir une sorte de peur de l'étranger, une peur confuse d'un environnement qui serait de plus en plus hostile et qui, d'une certaine manière, révèle les avis d'une sorte de prophétie autoréalisatrice. On finit par faire ce qu'on imagine qui va se passer. Et donc, ma première remarque, c'est de dissocier les deux, non pas pour les disjoindre radicalement, naturellement, il y a quelques liens, mais ils sont loin d'être des liens de causalité directe, comme on a trop tendance à le faire. Deuxièmement, et c'est mon seul point, pour moi le changement climatique, enfin je ne dis pas que je suis médecin, et je pense que le changement climatique c'est du point de vue sanitaire, du point de vue médico-sanitaire, qui pose des problèmes énormes, tant du point de vue des ressources alimentaires, qui ont des conséquences évidemment dans ce domaine, que du point de vue de la transformation des données épidémiologiques de base, par exemple l'expansion des épidémies virales, qui est en cours depuis maintenant 20 à 30 ans, enfin que l'on constate en tout cas de façon très nette depuis 20 à 30 ans, et qui a devant elle un très bel avenir. L'avenir est au virus, si j'ose dire. L'avenir est aussi à la recherche sur les virus, recherche de domaines, donc je ne tiens pas ces propos sur un registre catastrophiste, mais comme quelqu'un qui pense que c'est la menace principale. Enfin, c'est une des menaces principales qui se profile. Je ne sais pas si on peut rapporter Ebola au changement climatique, parce que c'est pas parce que le changement climatique change les écosystèmes des virus, que tout virus doit être rapporté au changement climatique, naturellement. Mais en tout cas, c'est l'indicateur de ce qu'on a environ 1 millier de virus dont les niches écologiques sont en train de se transformer. Danger face auxquels des mesures sont possibles de divers ordres, à condition de s'y appeler. Donc pour moi c'est un risque qui est parfaitement gérable. On a vu par exemple avec le sida comment en l'espace de 15 ans on est passé d'une maladie totalement inconnue à une maladie qui devenait finalement une maladie chronique assumable par le patient qui en était atteint avec les antirétroviraux. Donc, pardon. Oui, absolument, et qu'elle menaçait la stabilité. Bon, enfin, il y avait des tas de raisons, c'était vrai pour le paludisme et le choléra également. L'équivalence entre les questions de santé et les questions de sécurité, elle est aussi classique. Et donc, je pense massives, les conséquences massives, comme finalement des famines énormes, des inondations telles qu'il y a des situations de tremblement de terre et des situations humanitaires. Ce qu'on appelle, ce que vous n'aimez pas comme terme, le terme de crise humanitaire, effectivement, mais derrière ce terme-là, il y a le fait peut-être... Non, je n'appelle pas une crise gynécologique, donc je n'appelle pas... Mais la différence, effectivement, entre l'aide humanitaire pour résoudre des problèmes de famine, de déplacement dû à des inondations, de gens qui souffrent de vie, et de l'aide au développement naturel, simplement pour aider à ce qu'il y ait de quoi nourrir les 10 milliards d'habitants. Écoutez, moi, toute cette histoire d'aide au développement, je trouve qu'elle relève d'une sorte de rite quasiment religieux. Chaque fois qu'on a un problème, on invoque un nouveau plan Marshall pour l'Afrique, et lorsqu'on regarde les données qu'ils ont avancées, on s'aperçoit que ça a déjà été dit 10 ans plus tôt, et ce qui a été 10 ans plus tôt, elle a été dit 20 ans, et 30 ans, et 40 ans, etc. Non, je pense que la question du développement, elle est d'abord liée aux échanges de population. C'est d'abord ça, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que les questions migratoires ne doivent pas être envisagées exclusivement sous l'angle des visas, des interdictions et des obligations, mais sous l'angle d'une facilitation de cette émigration à bascule qui est une caractéristique de l'immigration de tout temps et qui n'a pas perdu cette caractéristique. Et les principaux développeurs sont les gens qui sont allés à l'étranger et qui reviennent chez eux. Ça, c'est du développement. Tout le reste, les experts, les techniciens agronomes, les profs, etc., on a bien vu, ça fait 70 ans que l'on fait ça, et ça ne provoque pratiquement aucun effet. On espère faire mieux à l'avenir, c'est tout. Mais bon, écoutez, je pense que maintenant l'heure a passé, on n'a pas pu parler de tout, on n'a pas mentionné l'IA. Notez que je suis d'accord sur la migration avec Ronnie. D'accord, très bien.
Et qu'il faut des échanges. Il faut qu'on échange un petit peu avec la salle maintenant aussi, donc elle a posé un certain nombre de questions par écrit. Ces questions ont été... Je vais en présenter un certain nombre. Annick Sudor-Heiner, qui était présidente du Pugoche et qui a regardé les Voilà. questions. Alors, je vais essayer de regrouper quelques-unes qui commencent par des questions un peu de politique. En les regroupant, bien sûr, on n'a pas pu, je ne peux pas aller vraiment dans le détail des questions très riches. Donc, une des premières questions était quel est le rôle des chefs d'État et leur responsabilité donc vis-à-vis des points dont on a parlé à partir de la politique étrangère et des guerres. Corrélé à cela, une autre qui me semble tout à fait parallèle, le rôle des députés dans la politique étrangère, c'est-à-dire est-ce qu'on peut discuter suffisamment dans les parlements. Il y a des pays, on fait remarquer qu'il y a des pays comme l'Allemagne et le Danemark où toute la politique étrangère est complètement discutée. C'est pas vraiment le cas en France. En particulier, la dissuasion nucléaire est un peu un sujet tabou, qui ne vient pas devant les députés. Donc voilà, comme autre question, oui, alors ça on peut... comment empêcher que les interventions aient comme objectif la sauvegarde d'un État et non pas la destruction pour mieux préserver l'accès aux richesses naturelles, etc. D'accord? Donc si on peut voir sur ces questions politiques, ensuite il y en a d'autres, plus humanitaires. Est-ce qu'on peut développer les questions? Votre question était la première. Donc sur le rôle justement d'un président. Non, ce sont des exposés passionnants aussi. Un problème à pas aborder, c'est le rôle du chef d'État. Justement, c'est ça la première question. Et aussi de la paix et de la guerre. Alors historiquement, c'était les guerres de Louis XIV, les guerres de Napoléon Bonaparte. Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu les guerres d'Adolf Hitler. C'est lui, Mein Kampf, qui a fait la guerre. Il a déclenché. Les États-Unis, c'est le président des États-Unis à Pearl Harbor qui a décidé la guerre. Donc ce que je voudrais qu'on dise, c'est ce sont des décisions très lourdes. Oui, mais j'ai... Ah oui, oui. Ce sont des décisions très lourdes pour un chef d'État et on ne peut pas dire que ce sont des questions économiques, humanitaires, politiques, culturelles. C'est plus complexe que ça. Et la responsabilité, je trouve que c'est le sous-jacent de tout le problème que nous abordons. Alors il y a un espoir que j'ai toujours sur le G20, c'est de faire communiquer les chefs d'État entre eux pour qu'ils trouvent des solutions. Je vais tenter une réponse. Oui, en effet, les chefs d'État sont a priori les commandants suprêmes. Donc ce sont eux qui ont le pouvoir de décider de l'entrée en guerre ou au contraire de prendre une autre voie que la guerre dans certaines circonstances. Je pense aussi bien à Bachar el-Assad qu'à Nicolas Sarkozy ou à George Bush, pour ne parler que de quelques chefs d'État récents et qui ont été impliqués dans des décisions guerrières d'une gravité extrême. Cela étant, lorsque vous dites que c'est une décision extrêmement difficile, complexe, qui ne se ramène pas à ceci ou cela, là, permettez-moi de ne pas vous suivre. Moi, ce qui me frappe, c'est la légèreté intellectuelle, l'irresponsabilité confondante avec laquelle des chefs d'État entrent en guerre avec la conviction qu'ils vont la gagner. Je vous rappelle qu'au début de la guerre de Libye, certains, comme Alain Juppé par exemple, disaient qu'on avait pour 15 jours et que les soldats sont rentrés à la maison très rapidement. Alain Juppé, ancien Premier ministre, un homme de culture, un homme d'expérience politique, un homme qui connaît l'histoire. Comment peut-on dire, comment peut-on proférer une bêtise pareille? Sans doute pour se débarrasser d'un journaliste qui le gênait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'a dit, et moi j'étais devant un poste totalement interdit. Et m'intéressant à la guerre et aux circonstances de déclenchement des guerres, je pourrais vous faire une longue liste de déclarations totalement irresponsables, totalement irréfléchies, qui montrent à quel point ces gens-là considèrent la guerre comme une affaire finalement
relativement ordinaire, alors que ce devrait être une exception d'une gravité très profonde. Donc oui, le rôle des chefs d'État est central, mais non, à mon avis, ils ne prennent pas ce rôle d'une façon responsable. La guerre quasiment privée qu'a livrée Nicolas Sarkozy en Libye avec la complicité du Qatar, parce qu'ils avaient aussi leurs intérêts croisés, en est l'exemple récent, pour ce qui concerne la France, le plus démonstratif. C'était tout de même fait avec une légèreté vraiment incroyable. Quant au rôle des députés, il me semble qu'il devrait être important, mais enfin, on a vu récemment, lors d'une discussion sur le budget militaire, des députés et des sénateurs prendre explicitement position contre tout débat, au motif qu'on va commencer à débattre de ce que sont les enjeux de l'arme nucléaire en France, parce que des gens qui sont contre pourraient s'exprimer. Voilà où on est dans une assemblée censée incarner la démocratie. Donc c'est en effet un rôle tout à fait secondaire. Jamais la France n'a demandé à son Parlement, enfin, jamais la France, vous voyez, je parle déjà comme le président de la République, moi. Jamais le président de la République, qui pense incarner la France, des types de langage, il faut faire attention, n'a jugé utile de convoquer le Parlement, de déclencher une session au motif naturellement de l'urgence, parce que ce qui relève de l'urgence, naturellement, se dérobe à toute discussion. C'est même la fonction primordiale de l'urgence en politique, c'est de couper court à toute délibération. On l'a vu dans toutes sortes de domaines, que ce soit l'intervention de la France au Rwanda en 90 avec l'opération Noroi, déclenchée sur un coup de fil du président alors en visite aux troupes dans le Golfe, ou celle de l'opération en Libye, déclenchée sur les bobards dont j'ai rappelé quelques-uns tout à l'heure. Non, vas-y. Écoutez, vous êtes un peu... J'ai compris que vous étiez pacifiste, d'accord. Et même, j'ai pas mis longtemps à comprendre. Vous avez même soupçonné d'avance, bien. Mais vous, l'audience, pas toi. Toi, tu es un guerrier qui s'ignore, c'est autre chose. Ah ben, dis donc, oui, mais un coup de fin comme toi, tu le sens, non? Alors, il est évident qu'on ne fait pas un débat avant de déclencher une guerre. Franchement, on peut dire que la politique étrangère doit être débattue, d'ailleurs elle l'est. C'est pas ce qui intéresse le plus les députés, pardonnez-moi de vous le dire, c'est pas ce qui motive plus, parce que ça ne fait pas élire ou pas réélire, mais ce sont des débats qui existent. Et ce sont des débats qui se font en commission, non seulement des affaires étrangères, mais aussi en plénière. De toute façon, vous savez, la loi ne demande pas à un président de la République qui déclenche des opérations militaires d'aller s'en expliquer avant 3 jours, si je ne m'abuse, ou 4. Et ensuite, il y a 3 mois après, un vrai débat à l'Assemblée nationale avec tous ceux qui veulent prendre la parole. Mais j'ai quand même une grande naïveté que de dire on va demander, regardez, puisque je vous ai devant vous, M. Giscard d'Estaing, c'est un honneur, mais Col-Béziers, on n'a pas prévenu. Pas prévenu les Français qu'on allait sauter sur Col-Béziers. Heureusement, ils n'auraient peut-être pas voulu. Et M. Giscard d'Estaing, Valéry, a eu raison de sauter sur Col-Béziers. À part ça, ça ne remet pas en question tout ce que je pense du colonialisme, de ses conséquences, etc. Pas du tout. Mais enfin, on ne demande pas la permission. Je te signale quand même, Rodi, qu'en Libye, il y avait aussi les Anglais et qu'il y avait aussi l'aide américaine. Bon. Donc il n'y avait pas que la France, ce n'était pas une opération personnelle de Sarkozy. Mais enfin, je ne suis pas du tout pour, je dis très contre ce qui s'est passé en Libye, même si je crois que c'était bien d'arrêter cette colonne de chars. Ensuite, il fallait rester, c'est ça que je me fais dire, oui, le droit d'ingérence, c'est pas d'envoyer ses avions, de bombarder, quand on a de la chance de bombarder ce qu'on cherchait à bombarder, mais de toute façon, les dégâts collatéraux sont grands, et puis après de s'en aller. C'est pas du tout ça. Le droit d'ingérence dans ce que j'ai voulu dire, faire, et faire voter par l'ensemble du monde, je vous signale, c'est un droit préventif. Ah bah oui, ça se fait pas assez avant, c'est vrai. Mais c'est comme ça que ça peut être efficace. Je vous ai donné l'exemple de la Macédoine, je peux vous en donner d'autres, mais on ne va pas déclencher la guerre pour oui ou non, et
aller 4 jours ou 5 jours bombarder et s'en aller. Ça, c'est complètement... Enfin, je veux dire, c'est d'avance, oui, à l'échec. Voilà ce que je voulais dire, mais c'est tout. Non, mais parce que moi, il faut que je parle. J'ai d'autres.